Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette vidéo, je reçois Sébastien Henroux, directeur général de la société Ines CRM, qui, bien évidemment, va nous parler du sujet de CRM. Bonjour Sébastien. Bonjour Corinne. Donc effectivement, je dirige la société Ines CRM depuis bientôt 2 ans maintenant. Donc c'est une société que j'ai rejointe depuis 3 ans environ, à l'époque en tant que directeur commercial avant d'en prendre la direction générale. Donc moi, avant de vous parler d'Ines, je vais vous parler un peu de moi. En gros, j'ai une carrière assez classique. J'ai fait une école supérieure de commerce. J'ai débuté ma carrière professionnelle en tant qu'ingénieur commercial dans le monde de l'édition de logiciels, à l'époque plutôt dans le monde de la gestion. Donc voilà, j'ai évolué classiquement dans une entreprise pendant 12 ans, donc avec une vraie belle première expérience professionnelle en tant qu'ingénieur commercial, responsable des ventes, directeur commercial international. Et au fur et à mesure des années, en fait, j'ai moi-même, dans le cadre de mes fonctions, découvert le monde du CRM, application que j'ai dans ma première expérience aussi vendue à mes clients à l'époque. Et j'ai été très rapidement convaincu qu'en fait, pour faire du business, pour faire de la croissance, il était très difficile de se positionner sur d'autres outils que ceux du CRM. Oui, alors dites-nous, le CRM, pourquoi tant d'écueils auparavant? C'est une bonne question. C'était même une réalité. Effectivement, on a constaté depuis de nombreuses années que le CRM existe, qu'il y a majoritairement des projets qui ont été traduits comme étant des échecs ou servant peu en définitive la croissance de l'entreprise, vécu presque comme une contrainte par les commerciaux. Et je dois avouer moi-même que pour l'avoir vécu aussi par le passé, c'est vrai qu'on était plutôt dans une notion de push, c'est-à-dire de pull, c'est-à-dire en gros, j'alimentais de l'information dans un CRM, principalement qui était, il faut être réaliste à l'époque, à destination des managers commerciaux qui avaient des besoins de pilotage de l'effort commercial, de la performance commerciale, etc. Mais si on se mettait à la place des commerciaux, eux, le bénéfice qu'ils en retiraient était intrinsèquement, à mon avis, pas très important. Donc voilà. Néanmoins, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai besoin de CRM aussi parce que les solutions ont évolué beaucoup, notamment avec le côté technologique et les nouveaux outils technologiques dont on dispose aujourd'hui. Donc voilà. Donc je pense qu'on est passé dans une autre dimension. Les projets CRM, il y a beaucoup plus de succès qu'auparavant, mais voilà. Et donc, vous pensez que c'était une mauvaise utilisation, en tout cas peut-être pas une intention d'efficience, mais plutôt une intention de contrôle sur l'activité des commerciaux? Je pense que fondamentalement au départ, l'intention était plutôt bonne. C'était de dire on met en place un outil pour favoriser la croissance de l'entreprise. Ce qui était une réalité déjà au départ, c'est qu'on avait un CRM, peu importe le contexte dans lequel on allait, il était exactement le même de partout. Alors je me veux un peu l'avocat du diable volontairement, mais c'était quand même ça. On avait des outils qui étaient très peu malléables, qui vivaient souvent de façon complètement autonome, qui étaient principalement au départ développés par des éditeurs d'ERP qui développaient une petite brique CRM, sachant qu'au départ, un projet de système d'information dans une entreprise, c'était avant tout une dimension de gestion. Donc ce savoir-faire CRM, c'était principalement de la gestion de contacts, ce qu'on appelait de la SFA à l'époque, Salesforce Automation. Et voilà, donc c'était principalement ça effectivement, avec peu d'efficience à mon avis en réalité pour des entreprises. D'accord. Alors, ok, donc là, vous m'avez dit c'était avant. Oui. La nouvelle génération, c'est quoi? Une nouvelle génération de CRM? Alors, déjà, une première chose, c'est qu'aujourd'hui, on fait du CRM en mode SaaS. Donc, ce qui permet effectivement de répondre à des fortes problématiques de mobilité, notamment quand on a des commerciaux qui sont des commerciaux nomades. Donc ça, premièrement, c'est une chose importante. Deuxième chose, c'est qu'on a des CRM qui ont été développés pour être aujourd'hui réellement collaboratifs. C'est-à-dire que l'information qui y figure, elle est partagée par un ensemble de collaborateurs. Et là où avant, elle était principalement destinée à des commerciaux, aujourd'hui, on a des CRM qui peuvent être partagés par des populations commerciales, par des populations commerciales sédentaires et nomades, par des services marketing, par des services de la relation client, par un ensemble de services. Et enfin, on a des outils qui technologiquement ont beaucoup évolué au sens global dans l'informatique et le CRM ne vit plus seul. Il est souvent connecté à d'autres outils dans le système d'information, avec un ERP, avec une gestion commerciale, avec une gestion de production, avec une plateforme web, avec un certain nombre d'autres outils, avec d'autres outils, ce qu'on appelle de sales intelligence aujourd'hui, et qui va permettre effectivement de positionner le CRM comme une espèce de concentrateur alimenté par un nombre de sources d'informations multiples et qui aujourd'hui va donner vraiment au commercial l'opportunité d'avoir une très belle vision 360 degrés du compte client avec des commandes, des achats, des ventes,
ventes, des chiffres d'affaires facturés, des litiges, donc des réclamations clients, etc. Donc vraiment d'avoir cette magnifique vision 360 degrés. Et surtout, en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui le CRM évolue beaucoup, c'est que le comportement de l'acheteur a évolué. Donc comment il a évolué? Je pense qu'à titre personnel, parce qu'on définit qu'à titre personnel, à titre privé ou à titre professionnel, le comportement d'achat est le même aujourd'hui. Et tout simplement, on le voit bien quand on veut acheter une voiture, il n'est pas rare d'entendre des commerciaux dans l'automobile qui disent bah, « mes clients connaissent mieux les modèles que moi ». Pourquoi? Parce qu'un acheteur aujourd'hui, il produit environ 60 à 65% son acte d'achat seul. Pendant ces 65%, il va se renseigner, il va sur le net, il va prendre des avis, il va googliser, il va faire un certain nombre de choses. Et jusqu'à hauteur de ces 65%, il n'a pas envie d'être embêté. Voilà. Donc comme il n'a pas envie d'être embêté, il faut trouver d'autres moyens de pouvoir identifier en fait cette intention d'achat. Et aujourd'hui, on a des outils pour ça. Et c'est là où le CRM prend tout son sens. Alors, c'est vrai qu'on parle de personnalisation, justement, du besoin et qu'on n'est plus dans des envois répétés de mails automatisés. Comment ça se passe? Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on voit émerger de plus en plus des stratégies, notamment marketing, qui viennent des États-Unis. On parle beaucoup aujourd'hui de ce qu'on appelle d'inbound marketing. Donc l'inbound, contrairement à ce qu'on appelle l'outbound marketing, qui est effectivement plutôt une démarche marketing sortante ou de prospection sortante, donc de mass mailing, de prospection téléphonique, etc. On va être plus dans une stratégie d'acquisition sur des éléments extrêmement personnalisés, c'est-à-dire on va aller segmenter précisément les cibles que l'on recherche, on va définir ce qu'on appelle des personas, c'est-à-dire un individu, un profil d'individu type dans une cible type, et du coup ce qui va nous permettre de communiquer de façon extrêmement personnelle et d'avoir beaucoup plus de pertinence. Alors ça a aussi du sens, notamment encore plus de sens dans les mois qui viennent, puisqu'avec l'arrivée de la nouvelle norme qu'on appelle RGDP qui va remplacer la CNIL, qui sera en activité à partir du 25 mai 2018, vous n'aurez plus le droit de communiquer avec quelqu'un sans un consentement explicite. Donc, il faut oublier tout ce qui est stratégie d'acquisition de fichiers, stratégie un peu cavalière où on envoie des emails, on envoie à un DAF potentiellement des communications qui concernent plutôt un service marketing, etc. Donc voilà, donc là on va arriver vraiment dans quelque chose qui a du sens et plutôt dans une stratégie d'acquisition par l'intention d'achat, plus effectivement que par de la prospection traditionnelle. Alors moi je trouve ça très intéressant, acquisition d'intention d'achat. Concrètement, et peut-être en nous donnant juste un exemple, ça pourrait se produire comment cette acquisition d'intention d'achat? Alors, ce sont des stratégies qui sont assez complexes, mais pour essayer de la résumer en quelques mots, aujourd'hui on a des moyens commerciaux fabuleux au travers par exemple des réseaux sociaux. C'est un moyen formidable pour faire connaître sa marque, pour faire rayonner sa marque plus fort, son entreprise. Et pour ça, plutôt que de communiquer sur ses produits ou sur son entreprise, on va chercher à véhiculer en fait de l'expertise. Donc concrètement, nous on accompagne des clients qui effectivement produisent du livre blanc, ce qu'on appelle du content marketing, du livre blanc, du contenu sous forme d'articles, etc. Couplé à des stratégies de social selling où ils vont embarquer leurs commerciaux pour essayer de diffuser au plus large par leur réseau en fait ces contenus. Et ces contenus ont pour vocation de ramener le visiteur qui est potentiellement un acheteur, vers votre site internet, vers votre blog, vers différents dispositifs digitaux. Et quand ces gens vont venir, ils vont consommer, donc consommer du contenu, etc. Et à partir de là, on va scorer l'intention d'achat. C'est-à-dire quelqu'un qui télécharge un livre blanc, par exemple, dans le monde du transport, par exemple, comment optimiser sa logique de transport. On considère que s'il vient télécharger ce genre de contenu, c'est qu'il y a un vrai besoin, c'est qu'il y a un vrai intérêt. Donc, on va donner à ce téléchargement de contenu un nombre de points. Et en fonction du nombre de points que la personne a acquis, on va à un moment donné atteindre une cible, une target en fait de scoring. Et au moment où la personne atteint cette target de scoring, le commercial reçoit ce qu'on appelle un lead aujourd'hui en disant attention, il y a des signaux faibles sur telle personne qui a téléchargé tel type de contenu, qui a lu tel type de contenu, etc. Et qui à ce moment-là, on considère qu'il y a potentiellement une intention d'achat. Voilà. Donc ce sont des dispositifs qui sont extrêmement efficaces aujourd'hui, qui sont très répandus aux États-Unis depuis un certain nombre d'années, qui arrivent maintenant en France, qui sont tout à fait dans la logique justement avec cette notion de consentement nécessaire pour communiquer avec moi. Donc aujourd'hui on n'est plus dans vous me poussez de l'information, mais je viens chercher l'information qui m'intéresse. Mais vous devez travailler de façon
extrêmement conjointe avec la communication. Alors, Parce oui. qu'un mauvais livre blanc ne va pas donner, bien évidemment, une bonne intention d'achat. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ces stratégies ne peuvent fonctionner que si vous avez un alignement parfait entre Parfait. le service marketing et le commerce. Mm. On considère même aujourd'hui, alors ça va peut-être pas forcément faire plaisir aux commerciaux, mais c'est comme ça, il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, 50% de la vente est réalisée par le marketing. Mm. Donc si on prend un funnel de vente classique, comme on le connaît, avant il démarrait du commerce en haut jusqu'au commerce, jusqu'au closing en bas. Aujourd'hui, on considère que toute la partie haute du funnel, c'est de l'acquisition marketing. Au milieu de ce funnel, on est sur ce qu'on appelle du MQL, Marketing Qualified Lead. Et ce MQL, quand il vit, il devient ce qu'on appelle un SQL, un Sales Qualified Lead. Et à partir de là, le commercial prend le lead et va amener en fait le lead jusqu'au closing. Voilà. Donc on est vraiment sur une nécessité d'alignement parfait. Alors tous les métiers ne sont pas forcément propices à ça parce il faut avoir quand même des belles histoires à raconter en termes de contenu. Mais aujourd'hui, je dirais que 80% des secteurs d'activité peuvent tout à fait mettre en place une stratégie de content marketing et à ce moment-là, rentrer dans ces stratégies d'inbound marketing et d'alignement entre le marketing et le commerce, qu'on appelle le marketing aujourd'hui, sales and marketing. Bien, bien. Alors moi, je trouve ça très, très intéressant. Et la dernière question, peut-être pour conclure, qui pourrait intéresser justement toutes les personnes qui suivent ce MOOC, ce serait de dire, bon, ok, moi je veux bien, mais comment je peux acquérir ça? Est-ce que finalement, il me suffit juste d'une formation au CRM ou alors il faut que je sois plus technique ou alors il faut que je sois plus marketing c'est-à-dire comment je deviens un bon utilisateur de CRM pour en exploiter toutes les potentialités? Alors, aujourd'hui, les solutions CRM en tant que telles, la majorité des acteurs majeurs du marché ont des solutions qui sont extrêmement ergonomiques, très simples d'utilisation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les sujets CRM aujourd'hui ne sont plus portés par les directions informatiques, ils sont portés par des directions de métier. Souvent, c'est une direction commerciale, une direction marketing ou une direction de la relation client qui, sous, on va dire, l'influx d'une présidence ou d'une direction générale, met en œuvre un CRM et porte le sujet du CRM dans l'entreprise. Donc ça, c'est la première chose. Parce qu'aujourd'hui, pour paramétrer un CRM, on ne peut plus simple. Il n'y a pas besoin de connaissances informatiques, rien du tout. On va plutôt aller chercher des connaissances, effectivement, des bonnes pratiques commerciales, des bonnes pratiques liées à l'exploitation de la donnée et des bonnes pratiques liées au marketing. Donc voilà. Après, effectivement, il est important de faire travailler de consort généralement le marketing et le commerce pour exprimer un besoin, aligner ce besoin, enfin la solution avec le besoin qui a été exprimé. Donc souvent, en fait, on est là aussi pour les accompagner, alors nous, éditeurs ou intégrateurs ou des cabinets de conseil spécialisés, parce que pour pas que les gens limitent leur expression de besoin à ce qu'ils connaissent du CRM ou des stratégies commerciales actuelles. Parce que, en fait, je le regrette parfois, il y a beaucoup de directeurs commerciaux qui ne sont pas assez curieux à mon goût et qui ne vont pas chercher effectivement ce degré de connaissance sur de nouvelles stratégies. Et du coup, c'est aussi notre rôle de les accompagner là-dessus et de les aider à structurer leur démarche CRM en ce sens. D'accord ? Et même beaucoup de gens nous disent aujourd'hui, si on a fait le choix d'Inès ou d'une autre solution, c'est parce qu'au-delà de l'outil, on a senti que c'était une société qui était capable de nous ouvrir le champ des possibles. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'important. Après, encore une fois, mettre en place une stratégie d'inbound marketing, donc couplée avec du CRM, bien entendu, ce n'est pas quelque chose de très complexe. Souvent, les gens disent ça va prendre du temps, ça coûte cher, etc. C'est pareil, il faut démarrer avec ses moyens. Donc, il faut commencer à rédiger. Moi, je me rappelle quand nous, on a démarré chez nous, ma responsable communication rédigeait ses premiers articles avec peu de signets au départ. Ça manquait un peu de sens. Puis, petit à petit, au bout de 6 mois, 1 an, ça a commencé à se structurer. Mais je pense que la plus grosse erreur serait de ne pas démarrer. Donc même si on démarre pas très bien au début, je pense que ça n'a pas de pouvoir de nuisance particulier sur l'image de l'entreprise, mais en tout cas, il faut se lancer. Voilà. Bien, bien. Ben, écoutez, merci en tout cas, Merci Sébastien, c'était très très intéressant. Nous souhaiterions bien poursuivre parce que je crois que vous avez encore beaucoup de choses à nous apprendre. À vous apprendre, je ne sais pas, mais à partager avec vous, effectivement, pas mal de choses. Ouais. Et puis peut-être à très bientôt. Bien, ben, j'espère que ça vous a plu, autant qu'à moi. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.